Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment faire pour passer d'une passoire énergétique à un bâtiment basse consommation tout en améliorant votre dossier de financement pour la banque. Arnaud, diagnostiqueur immobilier certifié également auditeur énergétique, va vous montrer avec un DPE projeté comment ça se passe. Un DPE projeté, c'est quoi? Simplement une projection dans le futur d'un DPE existant en disant voilà, j'ai un DPE qui est en E aujourd'hui. Si je réalise tel et tel travaux, quel va être mon DPE futur, hypothétique, avec une liste des travaux qui sont à réaliser. Maintenant, je te laisse la parole Arnaud, à toi de jouer. Bonjour à tous, je suis Arnaud Lareguin, dirigeant de la société Oxidiax.fr. Donc je réalise l'ensemble des diagnostics immobiliers obligatoires pour la vente et la location de votre logement. Je suis également auditeur énergétique, donc je réalise des programmes d'audit énergétique qui est obligatoire actuellement donc pour la vente des biens classés F et G sur le DPE, et je réalise également des DPE dans le cadre de la mention du diagnostic de performance énergétique, donc des diagnostics de performance énergétique sur des immeubles de bureaux, des immeubles complets et du collectif. Donc qu'est-ce que le diagnostic de performance énergétique? Donc c'est un diagnostic qui établit une lettre donc qui va de A, B, C pour les logements les plus performants, D pour les logements un peu moins performants, le E pour les logements peu performants, et bien sûr les lettres F et G pour les logements considérés comme des passoires énergétiques qui sont amenés du coup à disparaître, enfin à être transformés pour devenir plus performants avec des programmes de travaux notamment. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai développé également ce qu'on appelle le DPE projeté, qui permet avec des petites astuces, du conseil, de vous faire sortir de cet état de passoire et sans que ça vous coûte trop d'argent. Et justement, c'est l'objectif de ça. Donc le DPE présente différents critères donc, dans votre logement, qui vont du plancher, des murs, plafonds, les menuiseries, les systèmes de chauffage, d'eau chaude sanitaire, la ventilation, les systèmes de refroidissement également, et les systèmes solaires quand vous en avez également qui sont présents. Et tout cet ensemble de critères vont définir une note justement, avec un classement donc, sur des kilowattheures par mètre carré par an, et un classement également au niveau des émissions de gaz à effet de serre du logement, qui vont déterminer la carte d'identité du bien, c'est ce qu'il y a à l'heure actuelle, qui va avoir une vraie valeur ajoutée pour la vente, pour la location, et voire même dans certaines villes, à l'heure actuelle, vous avez également des permis de louer, donc ça devient vital et primordial vraiment d'atteindre des classes énergétiques cohérentes et assez performantes assez rapidement. Donc, comment ça se passe? Donc, j'entre dans votre logement, je me présente à vous et comment je vais réaliser un DPE. Donc tout d'abord, je vais calculer ce qu'on appelle une surface habitable. Donc je vais me présenter dans chaque pièce de votre logement et faire des mesures tout simplement de chaque pièce, additionner ces mesures et calculer ce qu'on appelle une surface habitable. Je vais regarder également la hauteur sous plafond de votre logement. Ça va permettre de nous définir une hauteur moyenne sous plafond et donc d'établir des mètres carrés pour commencer le chiffrage justement du DPE. On va regarder également si on est par exemple dans un immeuble ou même sur une maison le nombre de niveaux, ce qui va permettre d'aider également dans le cadre de la définition de l'inertie du bâtiment. Ensuite, une fois que j'ai pris les mesures et que j'ai calculé cette surface habitable, on va d'abord définir un plancher. Donc quel type de plancher? Est-ce que c'est un plancher lourd? Est-ce que c'est un plancher léger? Est-ce que c'est une dalle béton? C'est la première étape, définir le plancher qu'on peut voir dans le logiciel. Donc vous avez donc le plancher par exemple, et vous pouvez définir sur quel type de structure débouche ce plancher. Donc ça peut être sur un local chauffé, par exemple chez un voisin. Suite à ça, on va définir est-ce que ce plancher est isolé ou non, quelle est l'année d'isolation, quelle est l'épaisseur de l'isolant. C'est là qu'on peut regarder par exemple pour un plancher isolé en sous-face. Vous allez pouvoir définir soit l'épaisseur de l'isolant si vous y avez accès, voire même la résistance thermique de l'isolant si vous pouvez l'obtenir grâce notamment à une facture. C'est pour ça que c'est très important de conserver ces factures au maximum lorsqu'on réalise une isolation. Ou alors on peut partir sur une année d'isolation si on a la connaissance par exemple de l'année de construction du bâtiment. Je ne vous l'ai pas précisé, mais il faut savoir que tous ces éléments se condensent dans un logiciel d'État dont la méthode de calcul a été définie par l'État, que nous, diagnostiqueurs et techniciens, donc auditeurs énergétiques, sommes seuls à avoir accès. C'est un logiciel qui n'est pas disponible auprès des particuliers. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se référer à nous pour ce type de vérification et de contrôle. Seuls nous sommes habilités à établir une note de votre logement. Donc voilà pour la partie plancher. Ensuite, on va regarder un petit peu. Donc une fois qu'on a vu la partie plancher, on va se focaliser sur les murs. Donc là c'est pareil, vous avez un logement, que ce soit une maison, un appartement, peu importe. Vous avez toujours généralement différents types de murs, sauf le cas de la maison individuelle à 4 pans qui donne sur l'extérieur, qui est le bien entre guillemets facile, puisque tous les murs donnent sur l'extérieur. Mais généralement, vous avez un garage qui est accolé à la maison, ou quand vous êtes sur un immeuble collectif, vous avez par exemple un voisin qui est accolé, une partie garage, et généralement vous avez aussi les parties communes. Je vous ai pris l'exemple d'un mur 1, donc mur 1 c'est généralement le mur extérieur, qui peut être donc de différentes formes. Donc là en l'occurrence,
Je vous ai pris l'exemple d'un appartement où donc on a un mur sur un immeuble collectif, on est sur du béton banché, mais on peut définir vraiment, en fonction de ce qu'on retrouvera chez vous, de façon très précise la typologie du mur. Donc généralement, les maisons, ça va être plus de la brique avec un vide sanitaire en béton, mais on peut aussi avoir des ossatures bois, on peut avoir des murs en pierre pour les biens d'avant 1949, en pierre de taille ou même en moellon. On peut aller aussi sur une simple cloison de plâtre, mais ça peut être plus sur un mur qui donne sur un garage par exemple. Donc ce ne serait pas dans le cadre du mur 1, puisque le mur 1, généralement, qu'on définit, donne sur l'extérieur. Donc on va vraiment définir la typologie précise de ce mur, et ensuite on va catégoriser l'isolation. Est-il isolé? Oui, non. Est-ce que c'est une isolation intérieure? Est-ce que c'est une isolation extérieure? On en voit de plus en plus à l'heure actuelle. Et même chose que pour le plancher, on va pouvoir définir soit une résistance, soit une épaisseur de l'isolant, soit une année d'isolation en fonction des informations. Il faut savoir que nous, sachant, on ne peut pas se baser sur les dires du client, donc c'est vraiment important soit de nous donner l'accès à ces informations-là. Par exemple, il y a une prise, simplement en nous ouvrant une prise qui va nous permettre de voir s'il y a du polystyrène ou de la laine de verre ou un isolant, ou alors de conserver vos factures si l'isolation est récente. Voilà pour la partie mur extérieur. Donc, une fois qu'on a créé ce mur extérieur, déjà, on va définir une surface aussi du mur. Donc, on va additionner tous les pans de mur qui donnent sur l'extérieur. Donc, on va reprendre des mesures encore. Et c'est là où la hauteur moyenne sous plafond a son importance, puisqu'elle va nous permettre, couplée avec la longueur de mur qui donne sur l'extérieur, de nous donner une surface en mètres carrés de mur qui donne sur l'extérieur. Une fois qu'on a créé ce mur 1, on va venir y déduire toutes les menuiseries, puisque généralement, vous avez des menuiseries qui partent de ce mur extérieur. Donc là, on va pouvoir définir ces menuiseries. Alors généralement, on commence par la porte d'entrée, puisque le plus souvent dans les logements, en tout cas sur les maisons individuelles, c'est différent pour le cas des appartements, vous avez une porte d'entrée qui donne directement sur l'extérieur. Et là, on va pouvoir définir vraiment de façon précise la typologie de la porte. L'implantation de la porte aussi, est-elle au nu intérieur, est-elle au nu extérieur? En fonction, ça peut créer des ponts thermiques, donc c'est vraiment important de le notifier. Ensuite, on va se focaliser sur les fenêtres. Donc là, on va vraiment pouvoir définir de façon précise les fenêtres. Là, vous avez un exemple. Sur le mur 1, une fenêtre orientée au sud. Donc on va définir la surface, on va mesurer la surface de la fenêtre, la hauteur par la largeur. On va définir l'orientation de cette fenêtre aussi, la typologie, donc est-ce qu'on est sur du simple, du double, du triple vitrage, et on va établir s'il y a une protection solaire, donc est-ce que vous avez des volets, est-ce que vous avez des storban par exemple, ou alors est-ce que voilà, il n'y a pas de volet, pas de protection solaire. On va pouvoir également y ajouter les masques solaires, donc est-ce que vous avez un immeuble en face de vous par exemple qui vous cache du soleil et du coup qui vous obture complètement des apports solaires. Voilà, donc pour la partie menuiserie. Et après on va bien sûr pouvoir définir, donc dans le logiciel, on le voit au niveau des matériaux, est-ce qu'on est sur une fenêtre métallique, est-ce qu'on est sur une fenêtre en PVC, en bois ou métal, ça peut être les deux également, et on va pouvoir définir de façon précise le type de vitrage également. Voilà pour la menuiserie et donc pour le mur 1. Ensuite, on va basculer donc sur, généralement, on a quand même un deuxième mur qui est différent au minimum. Sauf, je vous dis, dans le cas de la maison qui a 4 pans qui donnent sur l'extérieur, vous avez généralement un mur 2 qui donne soit sur un garage, ou là on est dans le cadre d'un appartement pour l'exemple que je vous ai pris. Donc là, ce mur 2, on va constater qu'il donne sur un voisin par exemple, puisque là on n'a pas de partie commune dans ce cadre-là, mais il pourrait donner également sur des parties communes. Et là, donc on va définir le mur 2 qui donne sur un local chauffé, puisque c'est un voisin dans le logement. Alors, on va pas aller regarder si le voisin est présent ou pas et comment il chauffe le logement. On va considérer si c'est une habitation, qu'elle soit habitée ou non, que c'est un local chauffé. Et pareil, on va pouvoir définir de façon précise la typologie du mur. Donc là, en l'occurrence, pour l'exemple que je vous ai pris, il s'agissait d'un mur en béton banché. Voilà pour la partie 2. Ensuite, une fois qu'on aura défini les murs, donc je vous dis, il peut s'en ajouter vraiment en fonction des logements. On peut avoir un mur 3, un mur 4, un mur 5. Parfois, vous avez des maisons anciennes où vous avez des murs du bas qui font 80 cm d'épaisseur, mais on constate que les murs se réduisent en remontant et vous pouvez avoir que 40 cm à l'étage. Donc là, on va vraiment différencier également ces murs extérieurs. Donc voilà, très important. Ensuite, on va définir des plafonds, donc des typologies de plafonds. Donc là, on va créer un plafond. Donc là, généralement, ce qu'on retrouve, alors vous avez le cas classique de la maison individuelle où généralement vous avez un comble avec une trappe d'accès. Donc là, on va aller regarder du coup via cette trappe s'il y a présence ou non d'une isolation, comment elle est mise en œuvre et quel type d'isolant a été mis en place. Donc est-ce que c'est de la laine de verre, du polystyrène, quelle est l'épaisseur de l'isolant. On va vraiment pouvoir le regarder via l'accès à la trappe. Le plafond peut aussi donner sur un local chauffé dans le cas des immeubles par exemple. Vous pouvez avoir un voisin juste au-dessus de vous. Vous pouvez avoir un toit terrasse, vous pouvez avoir une terrasse. D'autres dépendances aussi, des fois vous avez aussi d'autres dépendances au-dessus de vous. Voilà, il y a vraiment toutes les possibilités encore une fois dans le logiciel. Vous voyez, on est assez complet, on peut être vraiment au plus précis. Ensuite, on va pouvoir définir la typologie de ce plafond. Donc là, en l'occurrence, c'était un plafond sur solive bois dans cet exemple-là. Voilà, on va pouvoir définir le type d'isolant également. Donc là, en l'occurrence, ce plafond 1 donnait sur un comble qui n'était pas isolé. On peut le voir ici, mais on pourrait définir la résistance de l'isolant, l'épaisseur ou l'année d'isolation, en fonction des informations lors de l'investigation. Je vous ai pris cet exemple, pourquoi? Parce qu'on a aussi là un deuxième plafond dans le même logement.
Donc là, vous voyez que vous avez un deuxième plafond. En fait, si vous voulez, dans cet appartement, vous aviez une partie qui donnait sur un comble et l'autre partie directement sur l'extérieur. On voyait bien les rampants apparaître avec les poutres apparentes. Donc là, pour cette partie-là, on donnait directement sur l'extérieur. Du coup, j'ai créé un deuxième plafond qui donne sur l'extérieur et qui est un plafond sur solive bois, comme on peut le voir dans le logiciel. Pareil, qui n'était pas isolé non plus. Donc c'est vrai que ce logement-là avait quand même pas mal de déperdition. Ensuite, donc, on va regarder les ponts thermiques. Les ponts thermiques, donc c'est vraiment les déperditions qui vont passer par exemple par les jonctions entre les murs ou les jonctions fenêtres, murs, plancher intermédiaire, mur. Ça va être vraiment toutes les fuites vraiment de chaleur à travers les parois. On va faire ensuite un focus donc sur la partie eau chaude sanitaire. Donc là, très important, vous pouvez le voir dans le logiciel. Donc on va définir le système d'eau chaude sanitaire de votre logement. Donc, est-ce que c'est un ballon électrique? Est-ce que c'est une chaudière gaz? Est-ce que vous avez un système au fioul, au bois? Enfin, tout vraiment est possible. Hein. On a vraiment différents choix dans le logiciel qui est très très complet. Et là, dans le cadre de l'exemple que je vous ai pris, on est sur un ballon électrique. Donc, c'est ce qu'on retrouve le plus couramment dans les logements, qui est accumulation verticale. Donc, c'est un ballon classique de forme verticale. Vous avez aussi des fois des ballons horizontaux qui sont situés dans les combles qu'on peut retrouver. Là, c'était vraiment un ballon électrique à accumulation verticale. Donc, vraiment le ballon courant qu'on retrouve. Et dans ce logement-là, donc logement de 35 mètres carrés, on avait un ballon de 250 litres. Ça peut paraître beaucoup, effectivement, mais pourquoi? Parce que généralement, ce qu'on se rend compte, c'est que plus les ballons d'eau chaude sont volumineux et moins ils sont chers en magasin. Donc ça peut paraître un peu étonnant, mais du coup, les personnes ont eu tendance à acheter des ballons peut-être plus volumineux pour une question de confort aussi, en ayant peur de manquer d'eau chaude. Et là, on s'est retrouvé sur un logement de 35 mètres carrés avec un ballon donc, de 250 litres. Ça représente quand même une déperdition très importante. Donc, on va regarder donc, la volumétrie du ballon, très important. Donc là, en l'occurrence, c'était un 250 litres. On peut nommer aussi, on le voit sur le logiciel, l'année d'installation. Définir si le ballon est situé dans le volume chauffé ou en dehors. Je pense notamment au cas des maisons individuelles. Très souvent, vous retrouvez les ballons d'eau chaude qui sont situés dans les garages. Forcément, ça crée une perte de chaleur par le réseau. Donc, dans l'idéal, placer son ballon dans un volume chauffé, ça reste vraiment le mieux en termes de performance. Et après, je ne vous ai pas parlé, mais vous avez également la possibilité de rentrer dans le logiciel les ballons thermodynamiques, donc les ballons dernière génération, couplés avec un système solaire, par exemple, qui sont considérés aujourd'hui peut-être comme un des systèmes les plus performants, avec les pompes à chaleur aussi RO, qui vont vous permettre par exemple et de chauffer à l'aide d'un plancher chauffant et également de vous fournir l'eau chaude sanitaire. Donc ça, c'est des systèmes vraiment très performants qu'on retrouve actuellement sur les nouvelles constructions par exemple. Voilà, donc définition du système d'eau chaude sanitaire. Ensuite, on va passer à la partie ventilation. Donc là, on va définir le type de ventilation du logement. C'est la même chose. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir choisir, comme vous le voyez dans le logiciel, le système de ventilation. Alors là, dans le logement dans lequel je me suis présenté, il n'y avait pas de VMC. C'est ce qu'on retrouve récemment, plus récemment dans les logements. Mais voilà, le logement datait d'une certaine époque, sans être trop vieux non plus, mais c'était une époque où on n'installait pas forcément de VMC dans les logements. Donc du coup, je suis parti sur une ventilation naturelle du bâtiment, par ouverture des fenêtres, comme vous pouvez le voir, mais on peut choisir également en fonction de ce que vous avez chez vous. Vous avez aussi, dans des anciens bâtiments, des ventilations, ce qu'on appelle par entrée d'air haute et basse, où vous avez des grilles tout simplement, qui vous amènent sur des conduits collectifs de ventilation. Voilà, mais vraiment, on s'adapte en fonction de ce qu'on voit sur le bien. Voilà, pour la partie ventilation. Ensuite, on va regarder est-ce que le logement est traversant ou non, par exemple. On va regarder est-ce qu'il y a une cheminée. Ça, on en retrouve souvent dans les maisons individuelles. Est-ce que le foyer est ouvert? Si le foyer est ouvert, forcément, ça ajoute de la déperdition de chaleur pour le logement. Est-ce qu'il y a des brasseurs d'air également qui représentent un atout pour le confort d'été? Et on va pouvoir tout notifier dans le logiciel. Ensuite, une fois la ventilation ajoutée, on va définir, donc là en l'occurrence je vous ai pris l'exemple d'un logement où on avait un système de pompe à chaleur. On appelle ça pompe à chaleur, ce sont des splits que vous retrouvez de plus en plus dans les logements qui permettent à la fois d'assurer le système de chauffage et aussi le système de refroidissement en été. Donc là j'ai ajouté une colonne refroidissement pour ce logement où il y avait présence d'une pompe à chaleur. On va pouvoir également y ajouter les coefficients de ratio, donc les coefficients de performance de votre pompe à chaleur, d'où l'intérêt si vous avez conservé vos factures lors de l'installation de tout garder avec vous, c'est vraiment bénéfique. Donc là en l'occurrence on était sur un système de refroidissement pompe à chaleur RR. Je vais définir également les pièces dans lesquelles cette pompe à chaleur intervient. Donc si vous avez des splits, où est-ce que sont situés les splits et quelles pièces donc sont impactées par les splits. Et ensuite, on va ajouter les systèmes de chauffage. Donc là, en l'occurrence, en système principal pour le logement que vous avez pris comme exemple, on avait donc cette pompe à chaleur. On va pouvoir définir donc bien sûr tous les systèmes de chauffage différents. Donc vous voyez dans le logiciel, vous avez de la pompe à chaleur, mais on peut aller aussi sur des systèmes au gaz pour les chaudières. Alors très important, les poêles à bois, tout ce qui est poêle à bois, insert, poêle à pellet,
cheminée à foyer fermé, tout ça, ce sont des systèmes qui améliorent la note également et la performance. Donc pour l'avenir, ce sont des systèmes vraiment intéressants à prendre en compte. Et là, donc, on va vraiment définir de façon précise le système de chauffage du logement, l'année d'installation du système de chauffage et on peut également y ajouter les pièces. Donc, en l'occurrence, là, j'ai défini des pièces. Pourquoi? Pour cet exemple-là, vous avez 28,06 mètres carrés de surface qui sont touchés par la pompe à chaleur. Je vous expliquerai pourquoi après quand vous allez voir le deuxième système de chauffage du logement. En fait, j'ai divisé les surfaces en fonction. Pourquoi? Parce que dans ce logement, il y avait également des convecteurs électriques. Et forcément, ces convecteurs, même si le client m'indique ne plus s'en servir, dès lors qu'ils sont présents, nous, on est obligé de les prendre en compte dans le logiciel. Et forcément, des convecteurs d'époque, ça va avoir un impact assez important sur la note. Mais ça, c'est quelque chose que vous ne savez pas forcément et c'est important de vous sensibiliser là-dessus. Voilà pour la partie chauffage 1 et du coup en chauffage 2, donc j'ai couplé le premier système de chauffage avec les convecteurs électriques, donc des convecteurs électriques que j'ai définis pour ce logement. Donc ça nous donne un système de chauffage couplé, on va dire mixé entre pompe à chaleur et convecteur. Au cumul de toutes ces informations qu'on a rentrées, on va obtenir une note donc, que vous voyez ici. Donc là, on est sur un logement classé en G qui consomme 429 kWh par mètre carré par an et 13 kg de CO2 par mètre carré par an. En gaz à effet de serre, ce logement est classé C, mais la note globale qui apparaîtra au final donc, sur le logement, c'est le G. Donc la carte d'identité du bien aujourd'hui, c'est G. Il faut savoir que le G déjà est impacté pour les mises en location, pour la vente également. Ça signifie audit énergétique, donc des coûts supplémentaires, une mise en location très compliquée, même interdite par la réglementation. Donc là, je me suis retrouvé face à un client en grande détresse, en grande difficulté, qui n'avait pas forcément les moyens de payer un audit énergétique et de vendre le bien, parce qu'un audit, ça peut être forcément coûteux. C'est plus coûteux même qu'un DPE, bien plus coûteux. Et ce client ne pouvait plus mettre en location son bien, donc s'est retrouvé pris au piège, puisque du coup, qui dit plus de location, plus de loyer. Et forcément, c'est un engrenage. Après, on se retrouve avec un bien sur les bras et c'est très compliqué à gérer. Donc c'est là où ce monsieur investisseur a dû encaisser un coût quand même assez difficile. Et dans ce cadre-là, voilà, moi je lui ai apporté une solution et ce produit s'appelle le DPE projeté. Donc là, je vais vous en parler vraiment plus amplement maintenant. Et ce DPE, vous allez voir comment il a amené cette personne à faire sortir ce bien de l'état de passoire sans dépenser beaucoup d'argent et même très peu, ça lui a quasiment rien coûté et on a réussi à sortir le logement de cette impasse avec des petites techniques très simples que je vais vous montrer justement dans le cadre du DPE projeté. Je pense que c'est la solution pour vous, investisseurs aujourd'hui, qui souhaitez pouvoir mettre en location votre bien, être serein aussi dans les délais et sur le long terme. Donc là, on va reprendre le cas ensemble de mon appartement dans lequel donc je me suis retrouvé avec mon client classé G à 429 kWh par mètre carré par an. Donc mon investisseur qui s'est retrouvé dans une situation effectivement où il avait besoin de solutions à court terme pour pouvoir relouer, mettre en location son bien et faire sortir le bien de l'état de passoire. Donc j'ai tout de suite proposé au client ce produit, le DPE projeté, pour justement l'aider de façon simple, sans que ça lui coûte trop d'argent parce qu'il n'avait pas forcément les moyens de faire des travaux. Une solution pour l'accompagner dans ce projet de DPE projeté. Le DPE projeté, c'est quoi? Donc dans ce cas de figure-là, je me suis rendu dans le bien, j'ai entré toutes les données du bien, j'ai fait un DPE en état actuel qui s'est retrouvé en G, mais ça peut être autre chose. Ça peut être également, vous avez par exemple un bien, vous connaissez déjà la note, il est classé par exemple en E, en F, en G. Je vous donne un exemple d'une cliente, vous voulez passer du simple au double vitrage, vous vous rendez dans une banque et très généralement et de plus en plus, les banques aujourd'hui vous demandent à l'accompagnement pour le service des prêts un DPE avec une projection, donc c'est un DPE projeté tout simplement, qui va voir l'état actuel de votre logement, donc la note actuelle, et on va entrer dans la projection le passage en double vitrage. Pour cette cliente-là, c'était le cas, mais ça peut être aussi pour le chauffage, pour l'eau chaude sanitaire, pour tous les systèmes que vous souhaitez financer. Et on va voir la note que vous allez obtenir dans cette projection, donc grâce au DPE projeté, la note que va vous donner votre nouveau système, que vous aurez du coup fait financer par la banque. Et aujourd'hui, il faut savoir que les services des prêts des banques demandent ce type de documents de plus en plus. Tout simplement pourquoi? Pour appuyer votre demande de prêt travaux auprès de la banque et le faire financer. Eux, c'est un moyen de justificatif également auprès de leur service en interne pour dire voilà, le client il va vers de la performance énergétique, il va améliorer la note de son bien en faisant tels travaux, tels travaux, tels travaux. Donc ça peut être ce cas de figure-là que j'ai très fréquemment, où vous savez déjà ce que vous voulez faire dans le bien, vous voulez isoler les plafonds, vous voulez isoler le mur intérieur, vous voulez changer de vitrage, changer le ballon d'eau chaude, et là on va intégrer tous ces éléments à l'état actuel, au scénario actuel, à la note de votre bien, et voir ce que vont donner toutes ces améliorations. Et aussi bien, je peux vous dire, bah voilà, vous êtes orienté vers ce type de système-là, finalement ce serait plus intéressant d'aller vers ce type de système-là et pas forcément plus coûteux.
Donc c'est vraiment intéressant dans ce cadre-là, mais ça peut être aussi, comme on va prendre l'exemple là, du logement dans lequel je me suis rendu, on s'est retrouvé en G, le client forcément très stressé, très déçu et ne sachant pas quoi faire. Et là, moi, je vais pouvoir vous accompagner justement avec cette projection. Donc, on reprend sur notre logiciel. Donc là, on est sur un logement classé G. Très simplement, ce logement, en fait, il y avait un cas de figure, mais c'est très fréquent. Il y avait le système de pompe à chaleur, donc vous aviez un split dans le salon séjour cuisine et un split dans chaque chambre. On est sur un appartement de 35 mètres carrés, donc ça peut être un cas typique pour un investissement immobilier. C'était le cas, c'était un investisseur. Donc on avait un split de clim réversible dans salon séjour cuisine, chambre 1, chambre 2. Donc toutes les pièces principales du logement finalement. Et on avait également les convecteurs électriques qui étaient restés, donc chambre 1, chambre 2, salon séjour cuisine. Vous aviez des convecteurs électriques qui étaient en couplage, ou moi dans le logiciel forcément je les ai mis en couplage du système de pompe à chaleur. Et voilà ce que je lui ai proposé dans un premier temps, tout simplement, de retirer les systèmes de convecteurs électriques. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas d'intérêt à avoir des convecteurs électriques qui consomment énormément alors que vous avez un split juste au-dessus de pompe à chaleur. Et en plus, forcément, au niveau de la note, un convecteur a un impact très fort par rapport à une pompe à chaleur qui est considérée aujourd'hui comme un système très performant. Donc, je lui ai simplement conseillé de retirer les convecteurs électriques. Pourquoi? Vous allez le voir sur la note, et c'est là où le DPE projeté est très intéressant, c'est que après étude, en retirant les convecteurs électriques, on se retrouve à passer de G à E. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire quoi? Il a eu 3 radiateurs à retirer. Ça lui a coûté 0 €. Clairement, en 5 minutes, c'était fait. Il l'a fait sur place devant moi. Voilà, j'ai eu le cas déjà aussi où c'était l'agent immobilier qui l'a fait suite à mon passage. C'est vraiment très simple, ça coûte rien. Retirer les 3 radiateurs du logement, il est passé de G à E. Quel est l'impact? Plus d'interdiction de mise en location, pas d'audit énergétique pour la mise en vente du bien. Donc ça veut dire que ce monsieur, non seulement là maintenant, il peut mettre en location son logement, mais il n'est plus soumis à un audit en cas de vente, sachant qu'un audit peut coûter jusqu'à 1 000 €, voire même plus dans certaines situations. Donc je pense que l'économie a été énorme pour un coût de 0 €, tout simplement. Première chose. Ensuite, donc le monsieur était évidemment très satisfait et dans le cadre de ma prestation d'accompagnement de projection, je lui ai même proposé une autre solution. Donc là, vous voyez qu'on est en E sur l'étiquette du logement. J'ai même été plus loin puisque le DPE projeté, l'intérêt, c'est que moi, je vais me baser sur le scénario actuel et je vais aller chercher les projections pour tirer au maximum le bien vers la performance énergétique sans que ça vous coûte de l'argent. Qu'est-ce que j'ai proposé comme deuxième solution qui, je pense, reste très peu coûteuse? Il n'était même pas obligé de le faire parce qu'il était déjà en E, donc il n'était pas concerné par des interdictions à l'heure actuelle. Mais je lui ai quand même proposé en supplément quoi? Donc on en a parlé tout à l'heure. Il avait un système de ballon électrique à accumulation verticale, on l'a vu ensemble, de 250 litres pour un logement de 35 mètres carrés. Selon moi, pour un logement de 35 mètres carrés, le volume du ballon peut être modifié sans problème et on peut passer tout simplement sur un 100 litres. Donc je lui ai proposé de basculer sur un 100 litres tout simplement et vous avez donc ce qu'on appelle les ballons plats par exemple qu'on retrouve de chez Ariston de plus en plus, qui sont des ballons verticaux qui sont plats et qui vont ajuster leur débit. Ils vont s'habituer en fait à vos heures d'occupation. Donc en fait, ils vont calculer que par exemple, vous prenez votre douche à telle heure tous les soirs et du coup, ils vont chauffer l'eau juste avant que vous preniez votre douche. En fait, ça va s'adapter vraiment au comportement des occupants. C'est pas des ballons qui sont très coûteux et remplacer un ballon électrique, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué techniquement. Donc je lui ai simplement proposé de passer sur ce type de chauffe-eau en 100 litres. Donc je pense que ça restait très raisonnable en termes de budget. Donc, on a pu observer sur ce logement qu'après le retrait des convecteurs, on était classé en E et donc j'ai orienté ce client tout simplement vers également une modification du système d'eau chaude sanitaire qui reste très peu coûteux pour le client, qui avait un ballon de 250 litres pour 35 mètres carrés. Il suffisait simplement de basculer sur un 100 litres et on se rend compte qu'en basculant sur un 100 litres, qui sera suffisant pour un logement de 35 mètres carrés. Voilà l'impact de la note et là je vous demande de regarder vraiment attentivement l'écran. Donc on bascule tout simplement sur un volume de ballon à 100 litres et on passe sur un chauffe-eau plat, classique, qui n'est pas forcément très coûteux, qui s'adapte en fait au comportement de l'occupant. Et vous voyez, en changeant le système, on se retrouve sur la note de D. Donc notre client se retrouve en D. Il faut savoir qu'au départ il était quand même en G et qu'après ces petites modifications
qui lui ont quasiment rien coûté, il va se retrouver en D au niveau du logement. Donc ça devient un logement assez peu performant alors qu'on était sur une passoire énergétique au départ. Voilà, là vous avez un exemple de projection, mais bien sûr chaque logement est différent, chaque superficie est différente, chaque menuiserie est différente, tous les logements ont leurs propres spécificités. Je tiens à vous préciser également, et ça chose très importante, que toutes les données d'entrée des logiciels, donc ce sont des logiciels d'État qui ont été définis par l'État et que le DPE est un document officiel et comme je vous le disais, on ne peut pas se baser sur les dires du client, on ne peut pas non plus rentrer des informations qui sont fausses. Donc nous, on sera en toute transparence sur chaque système. On ne pourra pas mentir, c'est vraiment un document qui est formel, qui est formalisé par l'État. Et seul un diagnostiqueur est habilité à entrer les informations qu'il y a dans ce document, qui est opposable, je le rappelle. Sachez qu'on ne pourra pas tricher et que voilà, c'est très important d'avoir les bonnes informations pour cette prestation. Donc je tiens à vous préciser également que les lettres du DPE, les données d'entrée sont réprimandables, donc on n'a pas la possibilité de modifier ces lettres ou de modifier ces caractéristiques. Les données d'entrée sont les mêmes pour tous et nous, diagnostiqueurs, nous avons une formation et un diplôme pour ça, donc nous ne pouvons pas entrer des données en fonction de vous. Ça reste vraiment des données protégées par l'État. Il faut savoir que c'est une méthode de calcul et un logiciel d'État sur lequel on peut être réprimandé. Si un autre diagnostiqueur se rend compte que mon travail, par exemple, a été faussé, ce sont des choses qui sont opposables. Donc il est vraiment important de rester dans ce cadre-là et avec ces projections bien précises pour le logement. C'est un travail vraiment de précision pour vous amener vers ces projections de travaux. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire dans cette vidéo et surtout n'oubliez pas, à vos DPE. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à Arnaud également pour l'explication. C'était super intéressant, j'espère pour vous que vous avez appris plein de choses. Si vous voulez continuer à nous suivre et découvrir plein d'astuces sur l'immobilier, n'hésitez pas à liker cette vidéo tout simplement et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt, ciao ciao.